Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres d'autres journaux. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu un message de vœu de prompt rétablissement de la part du Premier ministre britannique Boris Johnson. Le Moudjahid Lakhdar Bourga'a n'est plus, il est décédé à l'âge de 87 ans. Il a été inhumé cet après-midi à Alger. Les condoléances pleuvent pour saluer la mémoire d'un militant et d'un défenseur de ses convictions. Les détails dans un instant. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad a présidé aujourd'hui une réunion d'évaluation sur la situation d'évolution de l'épidémiologie et des derniers développements de la situation sanitaire en Algérie. Plusieurs décisions ont été prises. Les détails dans ce journal. Comment se préparer à affronter l'augmentation des cas de contamination au coronavirus? Le ministère de la Santé a annoncé une série de mesures, lesquelles réponse tout à l'heure. L'enquête de ce 19h nous raconte le bras de fer qui oppose les parents d'élèves et certaines écoles privées. Faut-il payer les droits de scolarité, même en période de confinement? Pas question pour les parents d'élèves. Nous vous raconterons les dessus de cet épilogue tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui un message de vœu de prompt rétablissement de la part du Premier ministre britannique, Boris Johnson. Je le disais en titre, le Moudjahid Lakhdar Bourga'a a été inhumé cet après-midi au cimetière de Sidi Yahya à Alger. Les amis du défunt, sa famille, des personnalités nationales, des représentants des autorités civiles et militaires étaient présents. Une importante foule pour lui rendre un dernier hommage. Le Moudjahid est membre du conseil de la wilaya historique 4. Lakhdar Bourga'a est décédé mercredi soir à Alger à l'âge de 87 ans. Le défunt a été hospitalisé avec son épouse à la clinique Les Glycines à Alger suite à leur contamination au coronavirus. Né en 1933 à Médéa, Lakhdar Bourga'a a déserté l'armée française où il passait son service militaire pour regagner les rangs de l'ALN dans la wilaya 4. عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أن يثبت فقيدنا المجاهد الكبير مصطفى الرقعة نسأل الله عز وجل أن يثبته ويثبت بالقول الثابت إنه نزل بك وأنت خير المنزلين له L'Algérie a perdu un moujahid loyal et un symbole de la lutte de libération nationale, selon le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Koudjil. Le destin a voulu que le moujahid Lakhdar Bourga'a soit rappelé auprès de Dieu quelques jours seulement après la célébration du 66e anniversaire de la glorieuse guerre de libération nationale. Il a ajouté que l'Algérie avait perdu un moujahid loyal et un symbole de la lutte de libération nationale. Et puis le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, a également présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu Tout-Puissant d'accueillir Lakhdar Bourga'a dans son vaste paradis. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad a également présenté ses condoléances à la famille du défunt. C'est avec une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès du valeureux moujahid Lakhdar Bourga'a. Paix à son âme, qu'Allah lui accorde sa sainte miséricorde. Le destin a décidé de nous séparer de celui qui s'est acquitté pleinement de son devoir, de son service aussi envers la patrie, un militant qui a milité donc pour recouvrir la souveraineté de son pays et le libérer du joug colonial haineux. Je ne puis que me résigner à la volonté d'Allah et vous présenter à travers vous et à l'ensemble de ses compagnons d'armes mes sincères condoléances et ma profonde sympathie, priant le Tout-Puissant d'accorder au regretté sa sainte miséricorde et vous prêter réconfort et courage, ajoute le Premier ministre Abdelaziz Jarad. Suite au décès du moujahid Lakhdar Bourga'a, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présente en son nom et au nom de l'ensemble du personnel de l'armée nationale populaire ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt. Prions Allah le Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et d'accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs et les saints et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. À Dieu nous appartenons et à
Dieu ne retourneront, ajoutera le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Avec la disparition du symbole Silakhdar Bouraqa, l'Algérie perd un des hommes dévoués et un héros de la guerre de libération nationale, a écrit le ministre des Moudjahidines et des ayants droit Taïeb Zetouni dans son message de condoléances adressé à la famille du défunt. Le ministre de la Communication, porte-parole officiel du gouvernement, Ammar Belhimar, a également présenté ses sincères condoléances à la famille du Moudjahid Lakhdar Bouraqa. Belhimar a rappelé que le défunt, qui a voué sa jeunesse à la lutte contre la tyrannie de l'occupation française, a poursuivi son parcours militaire après l'indépendance et ce jusqu'à son dernier souffle. Karim Ben Younes, le médiateur de la République, a lui aussi présenté ses sincères condoléances. Karim Younes, donc, le médiateur de la République, a présenté également ses sincères condoléances à Lakhdar Bouraqa, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. Nous avons appris aujourd'hui la disparition de l'ancien président directeur général du groupe Sonatrach, Nazim Zouiwesh, à l'âge de 80 ans. En cette douloureuse circonstance, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a adressé un message de condoléances à la famille du défunt sur son compte Twitter. J'ai appris avec beaucoup de regrets et de tristesse la nouvelle de la disparition de Nazim Zouiwesh, faisant partie des plus grandes compétences nationales et experts dans les questions énergétiques. En cette douloureuse épreuve, je présente à la famille du défunt mes sincères condoléances en priant le Tout-Puissant Allah d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. Dans l'actualité de ce jeudi, le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, a présidé aujourd'hui une réunion au bureau de l'APN. Chennine a considéré que le référendum sur la Constitution est une étape importante dans le processus des réformes décidées par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le bureau de l'APN a appelé à plus de réformes pour regagner la confiance des citoyens et l'impliquer davantage dans le processus électoral. Le bureau de l'APN a ensuite examiné les points d'ordre du jour et de réunion également dans l'établissement du calendrier des séances plénières qui reprendront du 10 au 17 novembre. La séance plénière prévue mardi 10 novembre sera consacrée à la présentation et au débat du projet de loi de finances pour l'exercice 2021. Celle prévue en mercredi 11 novembre sera consacrée à la suite du débat et à la réponse du ministre des Finances. La plénière du jeudi 12 novembre sera quant à elle consacrée à la présentation et au débat du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les crimes d'enlèvement. Enfin, la séance de mardi 17 novembre sera dédiée au vote sur le projet de loi. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé aujourd'hui une réunion d'évaluation de l'état d'évolution de la situation épidémiologique et des derniers développements de la situation sanitaire liée à la propagation de la pandémie de coronavirus. Lors d'une réunion d'évaluation, il a été relevé une évolution préoccupante de la situation épidémiologique marquée essentiellement par une recrudescence du nombre de cas de contamination, une augmentation du taux d'incidence dans certaines wilayas et une forte accélération de la circulation virale traduite par un taux élevé de positivité des prélèvements. Ce rebond de la pandémie trouve une explication dans le relâchement manifeste de la vigilance des citoyens, l'abandon des réflexes de prudence et le non-respect des gestes barrières, en particulier le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation physique et l'hygiène des mains. Les regroupements de toute nature et la non-observance des protocoles sanitaires dans les différents lieux, en particulier les moyens de transport, le commerce, les espaces publics, ont été les principaux facteurs qui ont provoqué la résurgence de cas de clusters qui a favorisé donc la propagation rapide du virus. À l'issue des exposés sur l'état des lieux, des propositions avancées, il a été décidé la mise en place immédiate d'un plan d'action d'urgence avec des mesures précises échelonnées dans le temps, et ce pour contenir la propagation de la pandémie et réunir toutes les conditions humaines, logistiques pour assurer la meilleure prise en charge des malades. Ce plan d'action sera articulé autour de 3 axes, à savoir le renforcement des mesures de prévention dans les volets sanitaires et sécuritaires, une stratégie de communication plus efficiente et une sensibilisation plus forte envers les citoyens et l'application rigoureuse des mesures coercitives réglementaires. L'accent a été mis sur la nécessité de doter
doter les structures hospitalières de tous les moyens en matière d'équipement, de tests PCR et de tests antigéniques, de moyens de protection, d'oxygène, de lits supplémentaires, ainsi que la nécessité de remobiliser les établissements de santé à l'effet de concentrer leurs activités ainsi que tout le potentiel existant dans la prise en charge prioritaire des soins anti-Covid devenus une exigence. L'État poursuit son engagement à mettre à la disposition du secteur de la santé tous les moyens matériels humains ainsi que toutes les mesures incitatives pour encourager donc et en assurer les meilleures conditions d'hébergement et de transport pour le personnel de soins, ajoute ce communiqué. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a été instruit au cours de cette réunion de renforcer la cellule nationale de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et d'élargir aussi aux secteurs concernés, notamment ceux de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et des affaires religieuses pour une coordination intersectorielle plus efficace qui permettrait de garantir la bonne application des protocoles sanitaires qui leur sont dédiés donc, et d'assurer la disponibilité et la bonne utilisation des moyens de prévention et de protection. L'accent a été également mis sur la consolidation des canaux de coordination et de communication entre les structures hospitalières, les commissions locales présidées par les walis et la cellule nationale de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus. Dans le volet de communication, il a été relevé la nécessité d'intensifier les actions de communication en direction des citoyens pour les sensibiliser sur la gravité de la situation et les conséquences de toutes les négligences en matière de respect des mesures de prudence et des gestes barrières, particulièrement à l'approche de la saison hivernale. La communication sociale sera plus soutenue également en direction des associations, comités de quartier, mouvements associatifs, en coordination avec les communes, les daïras, et en vue de renforcer la mobilisation autour des actions de prévention et de lutte contre la pandémie de coronavirus et d'intensifier leurs actions de solidarité envers les citoyens. Par ailleurs, n'écartons pas le recours à des mesures supplémentaires et de confinement ciblé, la situation épidémiologique continue à se détériorer. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a instruit les départements ministériels pour interdire jusqu'à nouvel ordre l'organisation de séminaires, colloques, réunions, tout en regroupant et tout un autre regroupement qui constitue autant de facteurs de propagation de la pandémie. Enfin, le gouvernement a rappelé qu'à l'occasion de la reprise de la prière du vendredi, les citoyens doivent faire preuve de sens de responsabilité et manifester le même engagement observé depuis l'ouverture des mosquées et réitérer un appel donc pour le respect de la discipline individuelle et collective pour faire face à cette pandémie. Dans l'actualité de ce jeudi, lors d'une réunion par visioconférence, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a appelé aujourd'hui les walis à l'impératif de prendre des mesures urgentes et plus rigoureuses afin d'endiguer la propagation du coronavirus. Le ministre de l'Intérieur a insisté sur l'impératif respect des gestes barrières, la désinfection des différentes institutions et instances, notamment celles accueillant le public, et le respect de la distanciation et du port du masque. Également, la prise des mesures coercitives contre les contrevenants. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a appelé à la mobilisation de tous les moyens matériels et humains et la réunion des meilleures conditions de prise en charge au niveau des structures sanitaires. La réunion était l'occasion également de souligner l'impératif d'impliquer la société civile et les associations locales dans la lutte contre la pandémie, notamment l'intensification de la communication et les campagnes de sensibilisation en direction des citoyens. Et la situation demeure inquiétante depuis plusieurs jours. Le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter. 642 nouveaux cas confirmés ont été recensés ces dernières 24 heures. 243 guérisons et 12 décès. On écoute le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures montrent une hausse du nombre de cas, avec 642 nouveaux cas,
396 nouvelles hospitalisations, 243 patients guéris, 53 patients en soins intensifs et 12 décès. Avec la notification de 642 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures a légèrement augmenté puisqu'elle est de 1,5 cas pour 100 000 habitants. 20 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures. 11 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 17 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des nouveaux décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 12 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 396 nouveaux patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour sur le protocole thérapeutique, leur nombre est de 41 244 patients guéris, dont 243 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 53 patients en soins intensifs, c'est-à-dire 53 patients intubés. Et pour terminer, nous demandons toujours à notre population de rester très vigilante en cette période très critique où on assiste à une augmentation du nombre de cas, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Merci de votre attention. Et après plusieurs semaines d'accalmie, les contaminations au coronavirus repartent à la hausse. Le relâchement est pointé du doigt. Le ministre de la Santé ou le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière se prépare à gérer cette situation inquiétante. Abdelrahman Ben Bouzid, le ministre du secteur, a annoncé une batterie de mesures cet après-midi. Lesquelles? Réponse avec Badia Amardi. La situation épidémiologique due à la Covid-19 est jugée inquiétante après la recrudescence du nombre de malades contaminés. Tous les moyens seront mis en place par les autorités publiques pour préserver la vie des citoyens algériens. Ce qu'explique le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid. Nous allons travailler d'arrache-pied en accord, en coordination avec l'ensemble des acteurs, directeurs d'hôpitaux, personnel médical, et pour essayer de contenir cette deuxième vague. Et j'appelle encore la presse, la télé, enfin tous les moyens à aller dans ce sens. Nous sommes disposés, nous, les plateaux, beaucoup plus pour encore informer la population et obtenir son adhésion. Pour le ministre de la Santé, l'heure est à la prudence et les citoyens ne doivent pas baisser vigilance pour éviter de se contaminer et de contaminer leur entourage. Sur une éventuelle opération de reconfinement, le premier responsable du secteur rappelle que cette décision relève des prérogatives du Premier ministère. Il nous appartient à tous de trouver la solution et la clé de cette pandémie. Nous suivons la situation, nous avons les données, mais tous les autres citoyens, chacun à son niveau, doivent être conscients du danger de cette maladie. Pour le moment et en l'absence d'un vaccin, la vigilance doit être de mise. Pour la réouverture des mosquées et des transports ou des lignes aériennes ou toute autre décision, il faut savoir qu'elle est souveraine et revient au gouvernement et à l'État. Notre intervention est purement scientifique et médicale. En termes de chiffres et au niveau des hôpitaux d'Alger, il faut savoir que d'ici dimanche, 2004 lits supplémentaires seront mobilisés, ainsi que 250 lits de réanimation pour parer toute éventuelle urgence. L'hôpital Mustapha Bacha sera concerné par 87 lits d'hospitalisation dédiés à la Covid-19. Selon le ministre de la Santé, l'Algérie a intégré le groupe COVAX, qui compte 171 pays. Objectif, acquérir le vaccin que recherchent actuellement quelques 200 laboratoires à travers le monde. Dès sa commercialisation, l'Algérie se procurera le vaccin pour protéger ses citoyens, quel que soit son prix. Et vous l'avez certainement remarqué, les urgences sont débordées. Prenons ce soir la direction du CHU de Jijel. Les salles d'attente sont pleines. Certains membres du personnel soignant sont atteints du coronavirus. Ce personnel qui appelle les citoyens à faire un effort, mieux se protéger et respecter les mesures barrières pour alléger la pression sur nos hôpitaux. Reportage à Jijel de Siham Moussarezo, commentaire signé Walid Yousfi. Nous sommes à l'hôpital Mohamed Siddiq Ben Yahya à Jijel. Et ici, les urgences sont parfois dépassées par le nombre de personnes sur place suspectées d'être porteurs du virus. Une situation de plus en plus fréquente due, selon les médecins, au manque de rigueur quant au respect des mesures sanitaires. Ça fait 2 heures que je suis ici.
Les gens souffrent ici, il n'y a même pas d'oxygène. Kioud, la consommation elle est très grande, donc on a utilisé beaucoup d'oxygène à l'hôpital, donc 120 malades, 130 malades, parce qu'il y a aussi les malades qui ne sont pas Covid, les blocs opératoires qui travaillent, etc. Donc qui تنقص شوية la pression, يبدأ signaler. حنا في الإنعاش par exemple, qui signale les appareils, on prend des obus, on a des obus de réserve, nous branchons sur obus le temps que le camion arrive pour approvisionner la citerne. Donc les décès ne sont pas dus au manque d'oxygène, ils sont dus à la gravité de la maladie. Si ça continue, disons dans cette volée, si on va avoir encore beaucoup d'autres malades, on risque d'avoir besoin de faire une extension du service de réanimation et pour cela il nous faut des respirateurs, des seringues électriques et des moniteurs de surveillance. Le corps médical tire la sonnette d'alarme et non sans raison. De plus en plus de médecins et d'infirmiers sont testés positifs au coronavirus. Nous avons eu aujourd'hui 11 cas positifs dans les rangs du corps médical, 5 médecins et 6 infirmiers. Ce nombre va avoir un impact négatif sur nous. Je lance un appel à la population, aidez-nous en limitant la propagation de la pandémie. Le confinement n'est pas respecté. Une personne positive au coronavirus peut circuler normalement. Elle peut aller faire ses courses ou partir chez le coiffeur tout en cachant le fait qu'elle soit contaminée. Cela est très dangereux. Nous avons enregistré depuis le début de la pandémie 2518 cas positifs. La plupart des cas sont guéris. Mon médecin m'a appelé et m'a demandé de ne sortir de chez moi sous aucun prétexte. On nous sensibilise à chaque fois sur l'importance de respecter les gestes barrières, mais personne ne prend cela en considération. Le nombre de cas positifs ne cesse d'augmenter depuis ces derniers jours. Une situation qui inquiète les spécialistes. La vigilance et le respect des mesures sanitaires sont alors de mise pour endiguer la propagation du coronavirus. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf a rappelé dans un communiqué la série de mesures qui accompagnent l'accomplissement de la prière du vendredi dans les mosquées, dont la reprise est prévue dès demain. Le communiqué insiste sur le respect des mesures sanitaires préventives pour préserver la santé des fidèles et assurer la poursuite de la prière du vendredi en groupe, avec notamment la distanciation physique, l'utilisation du tapis personnel pour la prière, le port du masque, la désinfection des mains. Le ministère a rappelé que les mosquées concernées par l'ouverture de la prière du vendredi sont celles qui sont ouvertes pour accueillir les fidèles pendant les 5 prières. Et en voici un exemple des préparatifs dans une mosquée à Alger. Reportage de Abi Ismail Mohamed, commentaire signé Abdelmajid Benkassi. Ce sont là les derniers préparatifs avant la reprise de la prière du vendredi, suspendue à cause de la pandémie du coronavirus. Depuis déjà plusieurs mois. Nous sommes à l'intérieur de la mosquée Ahmed Hafid, dans la commune de Belouizdad, où nous avons retrouvé des bénévoles de l'association Senabil El Khair, venus pour une opération de désinfection et de nettoyage de la salle de prière. Nous sommes ici pour aider à désinfecter la mosquée et être aux côtés des fidèles pour limiter la propagation de la Covid-19. Nous sommes au service de notre pays. La joie pour les croyants de retrouver le chemin des mosquées pour l'accomplissement de la prière du vendredi ne doit cependant pas empêcher les fidèles de continuer à appliquer le protocole sanitaire et à être vigilants. Je conseille à nos concitoyens de continuer à respecter les consignes sanitaires et de prévention en vue de nous protéger contre les contaminations et éviter de contracter le virus, surtout avec l'apparition de cette deuxième vague. Et c'est comme ça qu'on pourra poursuivre la tenue d'El Jumu'ah. فإذا التزمنا بهذه الإجراءات الوقائية سنوفق إن شاء الله للاستمرار في أداء صلاة الجمعة. Il est alors du devoir de chacun des fidèles de se conformer au protocole sanitaire. C'est une obligation citoyenne. Cette information maintenant dans le cadre de la promotion des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Belchoud, recevra son homologue français, Gérald Darmanin, qui effectuera une visite de travail en Algérie le 7 et 8 du mois en cours. Cette visite sera une occasion pour échanger les points de vue autour des questions d'intérêt commun et de promouvoir la coopération entre les deux pays dans différents domaines.
La saison sportive scolaire 2020-2021 a été lancée aujourd'hui par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Ali Khaldi, à partir du lycée sportif national de Draria à Alger. Le ministre a remercié le personnel pédagogique administratif et les entraîneurs qui fournissent des efforts quotidiens et veillent au bon fonctionnement du lycée sportif national. De son côté, la secrétaire d'État chargée du sport d'élite, Salima Swakri, a insisté sur le strict respect du protocole sanitaire mis en place pour combattre la propagation du coronavirus. Et on vous montre dans ce journal à quoi ressemble cette rentrée scolaire. Elle est rythmée, comme vous le savez, par la pandémie de coronavirus. Le port du masque est obligatoire. Les élèves sont invités régulièrement à se désinfecter les mains et respecter les mesures de distanciation physique. Yamina Seïchi. Une rentrée scolaire encadrée de près et un dispositif sanitaire strict. C'est ce qui a marqué la rentrée scolaire 2020-2021. Prise de température, désinfection des mains, port du masque, c'est désormais le nouveau quotidien des élèves. Le protocole sanitaire adopté par le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nous a permis de mettre à la disposition de tous nos élèves tout le matériel de protection nécessaire pour limiter les risques de contamination. Notre rôle est de sensibiliser nos élèves et de veiller sur leur santé également. Affichage de sensibilisation à l'entrée de chaque classe, un seul élève par table, 1 mètre minimum entre chaque élève et ce n'est pas tout. Les élèves ont eu droit à leur première leçon sur le coronavirus. السنة الدراسية لازم نلتزموا بالإجراءات الوقائية ارتداء الكمامة واستعمال المعقم اليدين والتباعد الجسدي. اليوم كان الدخول ممتاز من كل نواحي بروتوكول الكمامات كل شيء وفروه لنا. بالنسبة للإجراءات المتخذة هنا في الليسي الحمد لله اتخذوا كاع الإجراءات وكما راكم تشوفوا لي سورفيون خدموا خدمتهم très bien. Des mesures appliquées au niveau de tous les établissements, mais cela doit être suivi par la vigilance de l'ensemble des élèves et de l'encadrement. Et on reste dans les établissements scolaires avec l'enquête de ce 19h qui nous raconte le bras de fer qui oppose les parents d'élèves à certaines écoles privées qui exigent le paiement de droits de scolarité alors que ces établissements étaient fermés à cause de la pandémie de coronavirus. Hors de question, rétorquent les parents d'élèves qui s'organisent en collectif, vous allez le voir, pour demander l'intervention urgente du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère du Commerce appelle quant à lui ses parents d'élèves à porter plainte. C'est un reportage signé Bouchra Bouali. En conflit avec des écoles privées, depuis l'arrêt des cours pour cause de coronavirus, ces parents d'élèves rencontrés via un groupe de discussion sur les réseaux sociaux ne décolèrent pas. Un profond sentiment d'indignation, d'injustice et surtout d'impuissance les anime, d'autant que certains ont vu comme cette dame leurs enfants se faire exclure de l'école pour avoir critiqué certaines de ces pratiques. Mais vraiment, j'étais désarmée. Une fois que la directrice m'a informé que ma fille était exclue, je me suis rapprochée de la direction de l'éducation, l'Académie Ouest, et c'est là où j'étais vraiment étonnée de trouver que oui, effectivement, l'école avait déposé une blacklist qui mentionnait clairement la liste des élèves qu'elle refusait dans son établissement. Et à ma plus grande surprise, c'est que la personne qui a reçu, qui m'a informé de ça, elle m'a dit « Mais khaton ahmar », c'est-à-dire il est strictement interdit de faire sortir un élève. Nous avons voulu connaître la version des faits de l'établissement mis en cause. Sans succès, ces portes nous sont restées fermées comme vous le voyez. Les parents d'élèves, dont certains ont dû se constituer en collectif, pointent du doigt la lenteur et le manque de réactivité de la tutelle. Nous nous sommes rendus plusieurs fois au siège du ministère de l'Éducation nationale. Il a d'ailleurs fallu organiser un sit-in pour nous faire entendre. Nous avons finalement obtenu des promesses qui tardent cependant à être concrétisées. Nous attendons toujours que cela se fasse. C'est beau, comme j'ai dit, de faire des communiqués, de refaire des communiqués, mais concrètement, il n'y a rien qui se passe. Il y a toujours les écoles qui demandent la 3e tranche, et on est revenu sur le même problème. Ils demandent la première tranche du mois de septembre et octobre. Donc vous voyez, le problème est en train de ressurgir. La question a pourtant été tranchée par le ministère du Commerce, lui aussi partie prenante dans ce conflit qui oppose les parents d'élèves aux écoles privées, lesquelles relèvent dans leur aspect commercial de ce département. Au ministère du Commerce, nous avons tenu un langage clair.
en contrepartie d'un service, c'est vrai qu'il y a paiement. S'il n'y a pas de service, il n'y a pas de paiement. Les parents, ils ont toute la latitude de déposer plainte au niveau des différents services, à commencer par le ministère de l'Éducation. On a trouvé que c'était illogique de payer une prestation non fournie. Voilà, on s'est rapproché de l'école, qui nous a expliqué qu'ici c'est une institution commerciale. Si vous avez mis vos enfants dans cette école, c'est par choix, ok, et qu'on doit payer pour la pérennité de cet établissement. Ces écoles privées sont titulaires d'un registre de commerce. Et quand nous sommes titulaires d'un registre de commerce, nous sommes dans l'obligation de respecter et d'accepter toutes les dispositions légales qui régissent l'activité commerciale. Certaines écoles se sont justement pliées à la loi et ont même remboursé ceux qui ont payé la 3e tranche, tandis que d'autres exigent toujours des parents le paiement, comme l'atteste cette note, affichée sur les cahiers de correspondance des élèves par une école qui dit clairement ne pas être une banque pour octroyer des crédits, ni une institution de bienfaisance. Dans cette lettre adressée aux parents d'élèves, une école privée leur propose même un échéancier de paiement indiquant, comme on peut le voir sur cette image, que le ministère et l'académie en sont informés. Paradoxalement, le ministère de l'Éducation nationale a adressé au directeur de l'éducation des différentes wilayas cette circulaire dans laquelle il leur est demandé de mettre fin à tout dépassement susceptible de compromettre la scolarité de l'enfant. Dépassement passible, selon cette même circulaire, de retrait immédiat d'accréditation. Nous avons contacté d'innombrables fois le ministère de l'Éducation nationale pour en savoir davantage. En vain, ce dernier ne semble pas disposé à communiquer sur le sujet. À chaque fois, notre interlocutrice au ministère de l'Éducation promet de nous rappeler pour fixer un rendez-vous pour un éventuel tournage, mais ne tient pas son engagement. Face à ce silence inexpliqué, les parents d'élèves demeurent perplexes, même s'ils saluent l'élaboration par les départements de l'éducation et du commerce d'un contrat type censé gérer à l'avenir la relation école privée parents d'élèves. Ils espèrent plus que tout l'intervention de la tutelle pour mettre fin à ce conflit, vraisemblablement sans épilogue. Une affaire à suivre. Dans l'actualité internationale, on apprend que le Maroc est embourbé dans un scandale de corruption où Lesotho, selon des informations publiées par le journal Lesotho Times, qui affirme que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Lesotho Magoti, a été corrompu par le gouvernement marocain pour abandonner le soutien de son pays au droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. Suite à ces révélations, des organisations locales ont mené des manifestations contre les déclarations de l'ancien ministre des Affaires étrangères, ce qui a incité le gouvernement à publier une déclaration réaffirmant le droit du Sahara occidental à l'indépendance. Magoti est poursuivi pour corruption avec d'autres fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères du Lesotho. Et l'actualité internationale de ce jeudi est marquée par la course à la Maison-Blanche. Certains États clés n'ont pas encore livré le résultat, comme la Pennsylvanie qui compte 20 grands électeurs nécessaires pour Donald Trump pour rester dans la course à la Maison-Blanche, et un soulagement pour Joe Biden qui lui permettrait tout simplement de devenir le 46e président des États-Unis. Les dernières tendances sont commentées par Amel Barba. C'est une élection américaine qui aura maintenu le suspense jusqu'au bout. 2 jours après le scrutin présidentiel américain qui oppose le président sortant, le républicain Donald Trump, au démocrate Joe Biden, la tension est toujours palpable dans une poignée d'États clés où le décompte des voix est encore en cours. Certes, les jeux ne sont pas encore faits, mais avec l'Arizona, le Wisconsin et le Michigan dans sa besace, Joe Biden semble être aux portes de la Maison-Blanche. S'il décrochait encore une victoire dans le Nevada, en Géorgie ou en Pennsylvanie, il atteindrait les 270 grands électeurs nécessaires pour être élu le 46e président des États-Unis. Pour comprendre l'élection américaine, il convient de comprendre son fonctionnement. En effet, dans le système américain, le président est élu au suffrage universel indirect. Les électeurs américains ne votent pas directement pour leurs candidats, mais pour des grands électeurs qui eux-mêmes forment un collège électoral qui vote à son tour pour désigner le vainqueur. Ainsi, un candidat doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs.
Autre fait à retenir, en plus du vote le 3 novembre dernier, près de 100 millions d'électeurs américains se sont exprimés par anticipation, ce qui a allongé la durée du comptage. Si Joe Biden semble s'approcher à grands pas de la victoire, Donald Trump refuse quant à lui de s'avouer vaincu. Ses partisans ont déjà lancé plusieurs actions en justice, appuyées par plusieurs manifestations. D'ores et déjà, l'équipe de Trump a annoncé une première offensive judiciaire dans le Wisconsin pour demander un recomptage des voix. Ce qui est sûr, c'est que cette élection américaine est inédite autant que la campagne qui l'a précédée. Et c'est une autre nuit qui s'annonce très longue aux États-Unis. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.